Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette soirée consacrée à Yvan Butler et La fille au violoncelle. Donc, c'est un film qui a été tourné il y a 50 ans et qui vient d'être restauré. Donc, pour évoquer Yvan, ce film et bien d'autres choses, j'ai le grand plaisir de recevoir Sophie Meyer, documentaliste à la RTS, Maral Mossénine du Festival du GIF, ainsi que Nicolas Ricordel, qui est responsable du laboratoire numérique de la Cinémathèque. Merci pour eux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je vais peut-être d'abord passer la parole à Sophie de la RTS, qui va nous dire quelques mots sur Yvan. Oui, merci. Et merci d'être là. En automne 2020, Didier Bufflier, responsable du service de restauration des archives de la RTS, et moi-même, rencontrions pour la première fois Yvan Butler chez lui à Genève. En faisant quelque temps plus tôt des recherches dans notre fonds d'archives, Didier était tombé un peu par hasard sur La Chambre, un téléfilm d'Yvan Butler de 1982. Ce film racontait l'histoire d'un scientifique contaminé par un virus qu'il avait inventé et qui se retrouvait désormais confiné dans une chambre stérile. À partir de ce film qui résonnait d'une manière presque inquiétante avec la période de Covid que nous vivions, nous avions fait des recherches pour mieux connaître le travail d'Yvan Butler, réalisateur à la TSR depuis le début des années 60. Nous nous sommes retrouvés devant une œuvre d'une incroyable richesse et d'une étonnante diversité. Plus de 120 documents, une quinzaine de fictions, des téléfilms et 3 dramatiques, et une centaine de reportages, d'interviews, d'émissions. Cette œuvre, Yvan Butler a accepté de la retraverser avec nous. Il nous a confié ses souvenirs et nous a ouvert ses albums de photos. Impossible d'évoquer cette carrière et cette œuvre de manière exhaustive. Je me limiterai à quelques exemples. Je commencerai par ce conte de Noël, Le rêve de Gus, réalisé par Yvan en 1964 et produit par lui en indépendant. Ce récit poétique, réalisé avec des bouts de ficelle et jugé tout simple par son auteur, a suscité un tel engouement des années durant auprès des télévisions francophones qu'il a été, nous a dit Yvan en souriant, son plus grand succès commercial. Il y a aussi ce documentaire de 1966 consacré à la peintre surréaliste Léonore Fini, réalisé avec la journaliste Marie-Madeleine Brumagne et le caméraman André Gazu, dans le monastère corse où l'artiste donnait des fêtes aux allures de sabbat. Ces archives inédites, parce qu'il y a très peu de gens qui ont filmé Léonore Fini, enrichissent les films des documentaristes qui remettent aujourd'hui à l'honneur cette artiste femme trop méconnue. Dans la rétrospective du GIF, donc qui a eu lieu la semaine dernière, on a pu voir notamment le portrait à la fois truculent et tendre de Michel Simon en 1967, réalisé toujours avec Marie-Madeleine Brumagne, où les 2 comparses partagent l'intimité du comédien qui est couché sur son lit ou qui chevauche son vélo d'appartement. C'est une séquence assez mythique avec Michel Simon. Et donc, si la culture et les faits de société ont été un de ses sujets de prédilection, Yvan Butler s'est également illustré à travers ses reportages à l'étranger pour l'émission Continent sans visa, puis pour Temps présent, avec une prédilection pour le sud-est asiatique. Yvan Butler a été un vrai globe-trotter. Avant même d'entrer à la TSR, il avait fait plusieurs fois le tour du monde. Et il a notamment travaillé sur les terrains de guerre. Dans un de ses reportages, qui s'intitule « À leur risque et péril », il suit au Cambodge un grand reporter, Bernard Ullmann, 2 mois après le coup d'État qui a renversé le roi Sihanouk. Et dans une séquence bouleversante, l'équipe de tournage se retrouve à l'endroit où des journalistes américains viennent de tomber dans une embuscade qui leur a coûté la vie. Ce reportage a remporté le prix Italia. Si la première œuvre de fiction d'Yvan Butler est un film de cinéma, cette fille au violoncelle que vous allez voir tout à l'heure, Yvan Butler a tracé ensuite sa route à la télévision. Je vais évoquer les œuvres de fiction que la Cinémathèque a mis à l'honneur dans sa rétrospective. Il y a tout d'abord Le Bunker,
qui est une dramatique de 1976, d'après une pièce de théâtre de Michel Viala, dont Yvan a écrit l'adaptation avec l'auteur. On trouve aussi La Chambre, cette dystopie scientifique de 1982 que j'ai déjà évoquée, avec en rôle principal l'acteur Yves Benetton, remarqué 5 ans plus tôt dans La Dentelière de Claude Goretta. La Chambre a reçu le prix de la critique internationale au Festival de télévision de Monte-Carlo. On a aussi Le Cimetière des Durs de 1986, un téléfilm de série noire qui évoque la descente aux enfers d'un groupe de truands avec Jean-Pierre Calfon et Roger Yendli. Diffusé en 1996, Farinet, Héros et hors-la-loi, avec Stéphane Fraisse, sur un scénario de Denis Rabalia, réinvente la légende du célèbre faux-monnayeur valaisan. Ce téléfilm populaire a également connu une exploitation dans les salles de cinéma. Et dernier téléfilm proposé par la Cinémathèque, D'or et d'oubli de 1998, basé sur un livre d'Anne Cuneo. Cette fiction revient sur la question des fonds juifs non restitués par des banques suisses. Et le rôle principal a été confié à l'actrice suisse Anne Richard. Aux côtés d'Alain Tanner, de Claude Goretta, de Michel Souter, de Jean-Louis Roy, de Jean-Jacques Lagrange, de Pierre Koralnik ou encore de Raymond Vouillamot, Yvan Butler a contribué à cette télévision de cinéastes que fut la TSR des années 60 jusqu'aux années 80. Il était, à notre sens, trop peu mentionné comme faisant partie de ces générations de réalisateurs de talent, détenteurs d'un regard singulier et original sur le monde. Nous espérons qu'à travers cette rétrospective, cet oubli sera réparé. Nos équipes d'Archives Lab, des archives de la TSR, ont restauré plus de 50 films d'Yvan Butler. Ce travail a permis et permettra aux spectatrices et spectateurs de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre d'Yvan Butler dans des conditions de visionnement les meilleures possibles. La RTS, en tant que diffuseur, ne pouvait que se joindre à cet hommage rendu à Yvan Butler. Une soirée spéciale lui sera consacrée sur RTS 2 le mardi 28 novembre avec la diffusion de 2 téléfilms, Farinet et le dernier film d'Yvan, Newsman. Ces diffusions seront suivies du making-of de Newsman qui a été réalisé par le journaliste Gérald Meury, un très grand ami d'Yvan Butler. Et une large sélection des films de fiction sera également disponible sur Play RTS et des documentaires sont déjà disponibles sur Play RTS Archives. Je vais encore quand même faire quelques remerciements. Bien sûr. Parce qu'ils et elles ont accepté de se lancer dans l'aventure de cette rétrospective, je voudrais remercier nos partenaires du GIF, sa directrice Anaïs Emery et Mara Almossénine, qui est ici, qui est la responsable de la programmation. Et également nos partenaires de la Cinémathèque, Frédéric Maire, Caroline Fournier et Nicolas Ricordel. Nous sommes ravis que cette collaboration entre le GIF, la Cinémathèque et la RTS va se renouveler dans le futur. Et bien sûr, un immense merci à Yvan Butler, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous parce qu'il est grippé. Un immense merci pour le temps qu'il nous a accordé et pour sa belle et grande générosité. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Je passe peut-être la parole à Maral au nom du Festival du GIF. Donc Maral qui est programmatrice au GIF, qui vient d'avoir lieu. Qu'est-ce que vous avez présenté notamment d'Yvan pendant cette belle édition ? Oui. Donc, merci d'être là. Nous aussi, on est très heureuse d'avoir pu participer à cette rétrospective. Donc, pour nous, cette rétrospective, ça a commencé en tout début de cette année, en janvier, quand on a rencontré la Cinémathèque d'un côté et la RTS de l'autre côté, et on a décidé de mettre ce programme conjoint en place. L'idée, c'était vraiment de faire une grande rétrospective entre les différentes institutions, comme quoi chacun montrer un certain nombre d'œuvres pour qu'on ait vraiment un ensemble plutôt cohérent et plutôt complet pour donner un aperçu vraiment au travail d'Yvan Butler. Donc chez nous, au GIF, on a une section qui s'appelle Pop TV qui retrace un peu l'histoire du petit écran et qui parle aussi un peu de l'impact de la télévision sur notre culture populaire. Donc ça correspondait parfaitement à cette section quand la RTS nous est venue avec la proposition. À notre avis, ça correspondait parfaitement. On était ravis de se lancer un peu dans ce projet qui donnait
qui donnait un peu de visibilité à cette télévision suisse romande depuis des années 60, on va dire. Donc, ce qui était aussi passionnant pour nous dans le projet, c'était que l'œuvre d'Ivan Butler, comme a dit Sophie, c'est une œuvre très diversifiée. Donc, il y a des films de cinéma, il y a des documentaires télé, il y a des émissions culturelles, il y a des portraits d'artistes, des films des téléfilms. Enfin, il y a vraiment toute une gamme de produits, notamment télévisuels, qui montrent un peu comment le langage télévisuel depuis les années 60 a pu exister, a pu se raffiner pour arriver jusqu'à maintenant. Et surtout que dans les années 60, en fait, il n'y avait pas forcément encore un langage télévisuel à proprement parler. Donc, cette fameuse télévision des cinéastes, c'était une époque assez libre de création pour pas mal de réalisateurs et d'artistes et de créateurs. Et le travail de Butler, justement, ça s'inscrit parfaitement un peu dans ce cadre-là. Et de l'autre côté aussi, son travail, ça se croise avec le nouveau cinéma suisse. Vous allez voir un peu dans La fille au violoncelle, il y a des éléments qui sont très proches des films du nouveau cinéma suisse de la fin des années 60 et des années 70, comme des films d'Alain Tanner et de Goretam. Pardon. Donc, oui, c'était vraiment cette diversité qui nous intéressait au GIF, parce que étant un festival qui s'intéresse aux cultures audiovisuelles, un festival pluridisciplinaire qui essaye de rapprocher un peu de différents formats audiovisuels, on trouvait vraiment qu'il y avait quelque chose à découvrir dans l'œuvre de cette cinéaste ou téléaste, enfin comment le dire. Et après, voilà, on a aussi la chance de rencontrer Ivan Butler. On est désolé qu'il ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il est passionnant aussi. Mais ça nous a confirmé un peu qu'il y avait vraiment un besoin de mettre en valeur un peu son travail, parce qu'il y a vraiment des côtés très très originaux, il y a des choses qu'on voit très peu au cinéma maintenant, et encore La fille au violoncelle que vous allez voir, c'est un exemple parfait de ça. C'est un film tout à fait étonnant. Qui ressemble pas à grand chose d'autre. Un ovni. Donc voilà. Moi, je pense que c'est tout pour moi. Et je vais passer la parole à... Merci beaucoup, Maral. Peut-être quelques mots encore de Nicolas concernant la restauration du film que vous allez voir. Oui, bonsoir. Quelques mots sur la restauration de ce film. Alors, restauration au terme, au sens cinémathèque du terme, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de restauration pour parler de démarches foncièrement différentes. J'entendais récemment un grand responsable de laboratoire qui disait qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on allait pouvoir remettre de la netteté sur des plans qui étaient flous, recréer des visages sur des personnes qu'on ne pouvait plus voir sur le film grâce à la super résolution, grâce à toutes ces techniques-là. Ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu faire au sein de la Cinémathèque. Ce qu'on aime, enfin ce qu'on veut à la Cinémathèque, c'est plutôt redonner l'expérience originelle en fait de la projection. On est attaché à la pellicule, attaché au grain, à sa texture, et donc ce qu'on a souhaité, c'est donner l'impression en fait qu'aujourd'hui on assiste à une projection argentique, non pas numérique, ne pas recréer de choses. On a envie de garder le regard de Michael Lonsdal, on a envie de garder la voix de Jean-Luc Bidault. Donc voilà, on essaye pas aller trop loin, et effectivement d'essayer de se rapprocher le plus possible de l'expérience d'origine. Alors pour cette restauration, on n'avait plus les éléments de tirage originaux, ils ont malheureusement été égarés malgré les recherches qu'on a pu faire. Et on avait à notre disposition en fait 2 copies de projection qui étaient, comme on dit, fatiguées. Elles avaient pas mal tourné, elles étaient rayées et surtout elles avaient complètement viré, elles étaient devenues magenta.
Donc c'était le grand défi en fait sur cette restauration, c'était de pouvoir retravailler les couches de couleurs de ces copies. Donc c'était le challenge que j'ai confié à ma collègue Julie Le Gonidec qui s'est occupée de cette restauration. Et donc, il a fait un grand travail pour pouvoir essayer de retrouver les couleurs qui avaient disparu. On est parti de 2 copies parce que ces 2 copies avaient un montage légèrement différent sur la fin. Sur une des copies, il manquait un plan qu'on a pu récupérer pour pouvoir reconstruire le film dans sa globalité. Et puis, voilà, elle a dû retirer un petit peu les rayures, enfin tous les dommages causés par le temps, mais garder en tout cas tout l'esprit du film. Et j'espère que vous allez apprécier cette restauration. Et voilà, j'en suis très fier. Donc, Merci beaucoup, Nicolas. Peut-être un dernier mot de Sophie, qui va nous lire un court texte de Yvan. Oui, je vais vous lire le texte que Yvan voulait vous lire ce soir. Bonsoir à tous. Vous allez voir La fille au violoncelle, sortie en 1973. 50 ans. 50 ans ont passé. Fatigués, usés par le temps et les projections, les copies de ce film étaient en très mauvais état. Une équipe des archives de la RTS et de la Cinémathèque ont entrepris, avec un très grand talent, la restauration d'une série de mes films et de mes documentaires. C'est ainsi que La fille au violoncelle a été sauvée des décombres. C'est grâce à cette initiative que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce film presque neuf, le premier long métrage de cinéma de ma carrière. Il a fallu du temps pour en arriver là. Dans mes tout débuts, en 1950, j'avais 20 ans. Avec mes économies, j'achète ma première caméra Payard. Dans mes rêves, je me voyais déjà faire du cinéma. À l'époque, j'habitais non loin de l'Arve, en France, près de la frontière suisse, une région marécageuse. J'étais fascinée par les hôtes de ces marais, les grenouilles, les tritons, les salamandres. Ils ont été pour moi les premiers héros de mes modestes documentaires. 1963. Avec l'âge, le temps, l'expérience, la maturité, devenu caméraman indépendant, je tente le grand reportage. Une expédition au Yémen, en pleine guerre, pour témoigner du conflit entre l'Égypte de Nasser et les fidèles du roi El Badr du Yémen. Ce documentaire, vendu aux grandes télévisions européennes, même aux USA, m'a ouvert les portes de la télévision suisse romande. Dans un premier temps, je collabore à l'émission culturelle Champ Libre, où je découvre la créativité de ses productions. Plus tard, je renoue avec le grand reportage pour Continent sans visa, émission à laquelle, en 1969, succédera Temps présent. Je découvre et filme le monde plein de bruit et de fureur, comme le disait déjà Shakespeare. Dans le même temps, les films réalisés par mes camarades du groupe 5, Alain Tanner, Claude Goretta, Jean-Louis Roy, Jean-Jacques Lagrange, me passionnent. La tentation est grande. Avec un ami écrivain français, Claude Delmas, nous nous lançons dans l'écriture d'un scénario à partir d'un fait divers qui avait bouleversé la région. Très vite, le choix de Michael Lonsdal s'impose, sans la garantie qu'il acceptera le rôle. Eh bien, nous avons bien fait d'écrire pour lui. Trouver le personnage féminin s'avérait plus difficile. J'ai préféré engager une jeune femme qui incarnait parfaitement le rôle, Angela McDonald, même si elle n'était pas une comédienne professionnelle. Alors voilà, je vous présente aujourd'hui le résultat. Mon premier film exploité dans les salles de cinéma en Suisse et en France en 1973, il y a exactement un demi-siècle. Bonne projection. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci Mara, merci Nicolas. Et puis, je rappelle donc que à la Cinémathèque Suisse, vous pouvez voir des films jusqu'au 7 décembre. Et puis pour les fans des films restaurés, je ne peux que vous recommander la projection le 5 décembre du film Roméo und Julia of Nemdorf, qui est un immense chef-d'œuvre du cinéma suisse qui a été restauré par Mara, ici présente, qui, il fut un temps, travaillait à la Cinémathèque. Voilà, très bonne projection, à bientôt.